Et avec le bleu, vous pouvez me dessiner le drapeau israélien que je verrai de l'autre côté de la frontière? Et ça, on le vivra un jour. Qu'est-ce que la Palestine? Oh, bien sûr, nous ne prétendrons pas y répondre totalement. Mais voici, de la Bible à aujourd'hui, des réalités quotidiennes aux écrits, de la politique à la religion, des affrontements sanglants au débat. Voici quelques éléments pour mieux comprendre ce qu'est la Palestine. Il y a près de 4000 ans, des bergers nomades quittent la terre de Chaldée et vont s'installer en pays de Canaan. Selon la Bible, ils auraient été guidés par Abraham l'Hébreu, obéissant à la volonté divine. Mais la famine contraint bientôt les Hébreux à s'exiler en Égypte. Réduits en esclavage, ils y restent pendant plusieurs générations, avant de reprendre le chemin de Canaan vers le XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Guidés par Moïse à travers le Sinaï, les Hébreux scellent un pacte d'alliance avec leur Dieu. Ils deviennent le peuple élu, c'est le fondement de la religion juive. La terre de Canaan devient, elle, la terre promise. Mais cette terre, ils vont être obligés de la conquérir en soumettant les peuplades qui étaient installées là. En 1100 avant Jésus-Christ, David le Ier rassemble toutes les tribus juives au sein d'un grand royaume. À sa mort, son fils Salomon lui succède. C'est un bâtisseur qui fait construire à Jérusalem le célèbre temple. Après lui, le royaume se scinde en deux. Israël au nord, cela veut dire qu'il lutte avec Dieu, et Juda au sud. Mais d'autres empires se développent dans la région, et le royaume d'Israël est détruit par les Assyriens, la population chassée. C'est le début de la diaspora. Le royaume de Juda tombe entre les mains de Babylone. À Jérusalem, le temple est détruit et les habitants déportés. Après 40 ans, le peuple juif est autorisé à rentrer en Judée. Le temple, symbole de leur indépendance politique et religieuse, est reconstruit. Mais la Judée ne retrouve pas son indépendance pour autant. Elle passe entre les mains des Perses, des Grecs, des Romains. L'administration romaine est si lourde que les Juifs se révoltent à 2 reprises, en 70 et vers 132 après Jésus-Christ. Rome écrase le soulèvement dans le sang, rebaptise la région Palestine et incendie le temple. Nouvelle déportation, nouvel exil. Le peuple juif est dispersé aux 4 coins de l'Empire romain. C'est à cette période que naît le christianisme, une branche du judaïsme. 6 siècles plus tard, une autre religion, l'islam, prend son essor. Ses adeptes, les musulmans arabes, s'élancent vers l'ouest et conquièrent la Palestine. Jérusalem devient une ville 3 fois sainte, avec les musulmans, les chrétiens et les juifs. La Palestine va s'islamiser et s'arabiser. Les croisés venus protéger le tombeau du Christ et les lieux saints n'y changeront pas grand-chose. À la fin du XIIIe siècle, quand ils partiront, ne subsisteront en Palestine que quelques communautés de chrétiens et de juifs. Le peuple juif est déjà un peuple d'exilés. Pendant 2000 ans, les Juifs ont rêvé de Jérusalem. Pourquoi ont-ils rêvé de Jérusalem? C'est quelque chose d'assez extraordinaire. La mémoire juive se souvenait de la grandeur de Jérusalem, du temps où Jérusalem existait, c'est-à-dire avant l'an 70 pratiquement, ou avant l'an 135 si on prend la destruction physique de Jérusalem jusqu'en ses fondements. Il se souvenait de la grandeur passée. Il se souvenait de la Bible, dont Jérusalem n'a pas fait d'acropole, n'a pas fait de pyramide, n'a rien fait d'autre qu'un livre. La Bible, qui est le livre de l'humanité, traduit en plus de 1900 langues et répandu à des dizaines de millions de lecteurs à travers le monde. Et le nom de Jérusalem a hanté le peuple juif, et s'il a subsisté à travers le monde, c'est qu'en fait, même dans ses exils, en Pologne ou au Maroc ou partout ailleurs, il vivait à l'intérieur de Jérusalem.
Le peuple juif, exilé, rêve de son retour à Jérusalem. En Palestine, les habitants se heurtent à de nouveaux envahisseurs. Les Turcs font la conquête des pays du Proche-Orient. Au XVIe siècle, la Palestine n'est plus qu'un petit district de l'immense empire ottoman. C'est à la fin du XIXe siècle qu'apparaît un nationalisme palestinien, tourné d'abord contre l'occupant turc, puis contre les premiers immigrants juifs venus grossir la petite communauté juive de 20 000 personnes alors existante. Ils arrivent de Russie, fuyant les pogroms. Un mouvement les soutient et les encourage, c'est le sionisme. À sa tête, Theodor Herzl, un journaliste viennois. En 1897, il réunit à Bâle le premier congrès sioniste qui retient l'idée de la création d'un foyer juif en Palestine. Jusqu'en 1914, 60 000 colons juifs, paysans pour la plupart, vont ainsi s'installer en Palestine. Ils achètent des terres avec l'argent réuni par la diaspora. En 1911, naît la première ferme gérée en commun, ou kibbutz. Les paysans palestiniens, dépossédés de leurs terres, doivent aller s'installer ailleurs. Quelques réactions violentes éclatent. Pendant la guerre de 14-18, les Anglais promettent aux Arabes la création d'un grand royaume. Mais ils vont aussi appuyer l'idée d'une présence juive en Palestine. En novembre 1917, Lord Balfour, ministre britannique des Affaires étrangères, annonce que le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement la création en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif. Avec ce document s'ouvre à nouveau la perspective d'un État juif en Terre Sainte. Quelques jours plus tard, les Anglais entrent dans Jérusalem, occupent la Palestine et la délivrent du joug turc. À la fin du premier conflit mondial, l'Empire ottoman est dépecé et en 1919, son ancienne province, la Palestine, passe sous mandat britannique. Il faut bien voir qu'à la même époque, pendant la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman s'effondre. Et donc ce grand empire dont la légitimité était religieuse, était islamique, disparaît. Et les entités arabes, étatiques arabes qui vont naître du démembrement de l'Empire ottoman vont s'inscrire beaucoup dans des problématiques de type laïque. Et la laïcité va commencer à circuler au Moyen-Orient. Malheureusement, nous aurons à ce moment-là le développement de la philosophie du foyer national juif avec le blocage sur la terre, et nous aurons des logiques qui ne pourront plus se rencontrer au Moyen-Orient, sinon lorsque, malheureusement, plus tard, nous allons avoir des résurgences d'identité islamique au Moyen-Orient qui vont tenter de s'opposer à l'identité juive qu'incarne l'État d'Israël. Et le droit international, dans des situations pareilles, ne peut plus s'y retrouver. C'est pour ça qu'en réalité, depuis 1917, on ne peut pas appliquer de droit international au Moyen-Orient, parce qu'à partir du moment où on est en mystique religieuse, on ne peut plus faire du droit qui est essentiellement laïque. L'immigration juive vers la Palestine sous mandat britannique reprend dès la fin du premier conflit mondial. En 1925, c'est une communauté juive enthousiaste qui accueille Lord Balfour dans le pays. Un pays où s'installent 135 000 nouveaux immigrants en une décennie. Les Anglais tentent de limiter cette immigration en vain. La montée du nazisme en Allemagne va provoquer le déferlement de 217 000 immigrants juifs de plus. Les achats de terres aux grands propriétaires terriens arabes, alléchés par les prix, s'intensifient au détriment des paysans palestiniens. Aussi, les Arabes palestiniens deviennent de plus en plus hostiles aux Juifs et aux Anglais qui les soutiennent. De nombreuses émeutes éclatent, réprimées violemment par les Anglais. Entre 1935 et 1939, ce sont de véritables insurrections qui explosent. Un appel à la grève générale est suivi dans tout le pays. Elle va durer 6 mois, pendant lesquels des Juifs sont assassinés et leur récolte détruite. La répression qui s'ensuit fera plusieurs centaines de victimes parmi les Arabes. Mais la menace d'une deuxième guerre mondiale va faire changer les Anglais. Ils ont besoin des Arabes pour lutter contre les Allemands. Ils vont pratiquer une politique pro-arabe et limiter l'immigration juive ainsi que le rachat des terres. Le mécontentement chez les Juifs va alors croître et dès 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ils se lancent dans une guérilla anti-britannique et anti-arabe. Ils organisent une immigration illégale
et c'est dans ce cadre que les Anglais s'opposent au débarquement des passagers du tristement célèbre Exodus en 1947. Incapable de faire régner l'ordre, l'Angleterre abandonne le sort de la Palestine à l'ONU. Le 29 novembre 1947, l'Assemblée des Nations Unies adopte un plan de partage de la Palestine en 3, 2 États autonomes, juifs et arabes, et Jérusalem sous contrôle international. Le génocide cause un choc qui accélère la formation d'un État juif capable d'assurer sa propre défense. Les Palestiniens refusent ce partage de l'ONU, une guerre civile éclate entre Juifs et Palestiniens. Le jour où le mandat anglais prend fin, le 14 mai 1948, David Ben Gourion proclame l'indépendance de l'État juif d'Israël. Une guerre entre pays arabes et Israël va s'en suivre, entraînant le départ ou l'expulsion de centaines de milliers de Palestiniens hors d'Israël. En Palestine, on assiste à un remplacement d'une société par une autre, avec une expulsion par la force de la très grande majorité de la population autochtone. Donc les Palestiniens, un peu au sens figuré et au sens réel, ont vécu la disparition de leur patrie comme une noyade. C'est un pays qui tout d'un coup n'est pas occupé mais disparaît. C'est plutôt d'un pays qui recouvre un autre qu'il faudrait parler là plutôt que d'une occupation au sens classique. À partir de là, les Palestiniens, dont le nom même de leur patrie disparaît des cartes, et eux-mêmes leur nom, vous savez, pendant des années par la suite, on ne leur a même plus trouvé de nom, on les appelait arabes ou réfugiés arabes ou arabes d'Israël. Donc ils devenaient une sorte d'abstraction, soumis à toute une série de législations sur le droit de l'absent, donc qui leur niait toute une série de droits, massés, regroupés dans des camps de réfugiés dans les pays alentours, ont vécu donc la perte de leur patrie comme une immense noyade, et finalement ont passé les 40 dernières années à essayer de réémerger, de ressortir à l'air. C'est certainement le pivot, le ressort, si vous voulez, de tout le mouvement national palestinien après 1948 et la perte de la Palestine. Le 15 mai 1948, quelques heures seulement après la naissance de l'État juif, 5 armées arabes s'enfoncent dans le territoire d'Israël. Jérusalem est prise. Les Israéliens contre-attaquent rapidement et repoussent les Arabes au-delà de leurs frontières. Quand le conflit se termine en juillet 1949, Israël s'est agrandi d'un tiers en s'appropriant une partie des terres réservées aux Palestiniens par le partage de 1947. L'Égypte fait de même avec la bande de Gaza, ainsi que la Jordanie avec la Cisjordanie. Jérusalem est coupée en deux entre la Jordanie et Israël. Le territoire réservé aux Palestiniens a donc complètement disparu de la carte. Au problème de la terre va s'ajouter celui des réfugiés. En Israël, 700 000 Palestiniens ont quitté leur foyer pour s'installer dans des camps provisoires à Gaza et en Cisjordanie. Ils vont aller là où ils peuvent, c'est-à-dire qu'ils vont se diriger un peu spontanément vers la Syrie, vers le Liban. Ils vont surtout se déverser sur la Jordanie, puisque c'est, disons, le maillon le plus faible et le pays qui ne résiste pas à l'afflux de ces réfugiés. Donc ils arrivent en très grand nombre en Jordanie, bien plus que ne peut supporter la Jordanie. Et à l'époque, les grandes puissances qui assistent à cette débandade, si vous voulez, à ce chaos, vont laisser faire ce déversement sur la Jordanie en particulier. Donc l'essentiel des réfugiés vont arriver en Jordanie par proximité géographique d'une part, mais aussi parce que le régime est trop faible pour résister. En Syrie, on résiste davantage. Au Liban, on résiste différemment parce qu'on craint que l'afflux des réfugiés ne crée un déséquilibre confessionnel dans le pays, les Palestiniens étant en grande majorité des musulmans sunnites. Par contre, en Jordanie, c'était à la fois politiquement, socialement, religieusement, le terrain le plus favorable pour l'accueil des réfugiés. Mais sur le plan économique, c'était un désastre, bien entendu. Est-il possible, d'après vous, de comparer les deux diasporas, la diaspora palestinienne d'aujourd'hui et la diaspora juive du début du siècle? Oui, parce que l'expérience des Palestiniens au cours de ces 40 années a été assez semblable à ce qu'était la situation des Juifs en Europe à la veille de la création de l'État d'Israël, ou disons du début du siècle jusqu'à la création de l'État. C'est-à-dire des situations économiquement positives dans beaucoup de cas, occupant des fonctions importantes dans les pays, mais en même temps des périodes de persécution, des périodes où ils sont rejetés, des périodes où il y a une insécurité extrêmement grande et le besoin d'une patrie morale.
Et la diaspora s'est constituée, c'est vrai, sur le modèle juif, elle s'en inspire aujourd'hui. Et quand ils disent « nous ne voulons pas le retour de tout le monde », ils veulent s'organiser comme un État qui va beaucoup dépendre de sa diaspora. Donc on retrouve le schéma de l'État d'Israël et de la diaspora juive. Le vide créé en Israël par le départ des Palestiniens est rapidement comblé par un afflux d'immigrants, dont les rescapés de l'Allemagne nazie. Après une période de calme relatif, un nouveau conflit se prépare. L'hostilité entre l'Égypte de Nasser et Israël va croissant. L'interdiction du canal aux navires israéliens et sa nationalisation débouchent sur une courte guerre en octobre 1956, où la France et l'Angleterre sont alliées à Israël. Pour l'État juif, ce sera surtout l'occasion de démontrer sa force. En quelques jours, le Sinaï est conquis par les troupes de Moshe Dayan. Russes et Américains imposent alors un cessez-le-feu. Moshe Dayan se retire du Sinaï, Israël se retrouvant dans la situation d'avant 1955. Les 10 années qui suivent sont relativement calmes. Mais les États arabes voisins d'Israël se renforcent, forment une coalition armée en 1966. Les Israéliens, s'estimant menacés, attaquent à l'aube du 5 juin 1967. 6 jours leur suffiront pour atteindre à nouveau le canal de Suez au sud, envahir le Golan en Syrie au nord et pénétrer dans Jérusalem-Est. Les soldats de l'armée israélienne se recueillent religieusement devant le mur des lamentations. L'ONU impose un cessez-le-feu et vote la résolution 242 qui demande, entre autres, le retrait d'Israël des territoires qui viennent d'être acquis. Jérusalem-Est, la Cisjordanie, Gaza, le Golan et le désert du Sinaï. L'État hébreu se maintient dans ces territoires. C'est l'émergence d'un grand Israël avec pour capitale Jérusalem. La population palestinienne des territoires occupés vient brutalement s'ajouter à la population juive. Les heurts entre les deux communautés sont fréquents. Le gouvernement va essayer de se concilier les Palestiniens par des mesures économiques, sans succès. Une partie d'entre eux préfère émigrer, en Jordanie notamment. Par contre, dès 1968, des colons juifs s'installent dans ces territoires occupés. Mais l'Égypte et la Syrie se réarment et le 6 octobre 1973, à l'aube, attaquent Israël sur deux fronts. Au sud sur le Sinaï, au nord dans le Golan, deux territoires occupés. Pour les Israéliens qui fêtent le Kippour, la surprise est presque totale. Pendant un moment, les Arabes espèrent l'emporter, mais au prix de pertes sensibles, l'armée d'Israël sort une fois de plus victorieuse. L'alerte a été chaude et le Premier ministre Golda Meir doit démissionner. De longues négociations vont suivre, notamment avec l'Égypte. Le président Sadat, réaliste, veut récupérer le Sinaï par la paix. Le 20 novembre 1977, il se rend à Jérusalem et s'adresse à la Knesset. J'ai dit à plusieurs reprises qu'Israël était devenu un fait, accompli, une réalité. En septembre 1978, un an plus tard, les accords de Camp David, signés par Sadat et Begin sous l'égide du président américain Jimmy Carter, prévoient l'établissement de relations diplomatiques entre Israël et l'Égypte et la restitution du Sinaï à l'Égypte. On envisage aussi l'autonomie des Palestiniens sur les territoires occupés. Mais Israël ne rend pas ces territoires. Le Sinaï, en revanche, retournera définitivement à l'Égypte en 1982. Pendant que les guerres permettent à Israël de s'étendre, les Palestiniens sans territoire s'organisent. L'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, voit le jour en 1964 sous la houlette des États arabes. Après la guerre des 6 jours, Yasser Arafat et son organisation, le Fatah, prennent la direction de l'OLP. Arafat prône la lutte armée pour récupérer les territoires. Il installe ses bases en Jordanie d'où partent les attaques fédayines. C'est un État dans l'État. Débordé, le roi Hussein décide de les expulser manu militari. En septembre 70, des centaines de morts et de blessés chez les Palestiniens, c'est Septembre noir. Une date,
mais aussi un groupe terroriste lié à l'OLP qui frappe notamment à Munich en 1972, aux Jeux Olympiques, où des athlètes israéliens sont massacrés. L'OLP se replie à Beyrouth, au Liban Sud. Les raids contre Israël partiront de là. En 1974, l'OLP entame aussi un combat diplomatique. À New York, à la tribune des Nations Unies, Arafat retient l'idée d'un État palestinien à côté de l'État israélien. Ce seront finalement les Israéliens qui délogeront l'OLP du Liban en 1982. Le 5 juin, l'armée israélienne franchit la frontière. Officiellement, il s'agit d'une opération paix en Galilée. En réalité, les Israéliens marchent sur Beyrouth, leur but, briser l'OLP. L'OLP sera sauvé par les grandes puissances. Yasser Arafat quittera Beyrouth sous la protection des soldats français. En septembre 82, le massacre des populations civiles palestiniennes de Sabra et de Shatila émeut l'opinion internationale. L'OLP affaibli ne refera vraiment surface qu'en 87, alors qu'une nouvelle génération de Palestiniens émerge, les enfants des exilés de 1948. Intifada, en arabe le soulèvement. C'est le nom de la révolte palestinienne qui a débuté en décembre 87 dans un camp du territoire occupé de Gaza. En une semaine, le mouvement s'étend à l'ensemble de la bande de Gaza et de la Cisjordanie. Jamais les Palestiniens de l'intérieur n'avaient fait entendre si fortement leur voix. Encouragés et organisés par l'OLP, les Palestiniens cèdent à l'enthousiasme, d'autant plus que le roi Hussein de Jordanie a renoncé à la Cisjordanie. Ils ont besoin d'un représentant. Dès la fin de l'année 88, Arafat annonce la création d'un État palestinien indépendant et se déclare prêt à reconnaître l'État d'Israël. Mais ces propositions n'ont pas d'écho. Israël refuse de négocier et tente sans succès de mater la subversion dans les territoires où l'intifada continue. Mais le chômage, la répression, l'arrivée des émigrants russes rendent la vie quotidienne des Palestiniens de plus en plus difficile. Les Palestiniens se divisent, cédant pour certains aux thèses extrémistes du mouvement islamiste Hamas. À la veille de la guerre du Golfe, l'OLP se marginalise en soutenant l'Irak. En 1991, les armes à feu et les cocktails Molotov remplacent les pierres. Après la guerre du Golfe, les Américains obligent les uns et les autres, Israéliens comme Palestiniens, à s'asseoir autour d'une même table. Le maître d'œuvre sera le secrétaire d'État américain James Baker. La conférence de paix s'ouvre à Madrid en octobre 1991. Ce qui est nouveau, et ce dont il faut profiter, je pense, profiter entre guillemets, c'est le fait que chaque partie, probablement, est prête à accepter l'autre, à accepter la légitimité de l'autre. Si on prend cela comme point de départ, la paix est possible. Il faut que les Palestiniens reconnaissent que les Israéliens sont là, n'est-ce pas, qu'Israël existe. Il faut que les Israéliens reconnaissent quand même qu'il y a un peuple palestinien, qui a subi une injustice, qu'on a chassé de sa patrie, qu'on occupe. Il faut résoudre ces problèmes fondamentaux, la reconnaissance de l'un par rapport à l'autre, quelle que soit l'explication de la mémoire, les explications liées à la mémoire, n'est-ce pas, liées à l'histoire. Il faut oublier un peu l'histoire et construire l'avenir. Moi, je pense que c'est ça le plus important. C'est ça ce que Madrid a rendu possible, du moins a consacré en partie, et peut rendre possible en partie s'il y a une bonne volonté de part et d'autre.